Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Emmanuel, j'étais avec PSPP tantôt, avec Paul Saint-Pierre Plamondon. On a discuté pendant une quinzaine de minutes. C'est quand même très intéressant, la discussion qu'il y a entre les deux, Pierre Poilievre et lui. Tu trouves pas? Ben oui, parce qu'en vérité, on n'est plus seulement dans l'espèce de crêpage de chignon réflexif, tu sais, qu'on a parfois entre les souverainistes et les fédéralistes, surtout quand c'est un gouvernement aussi centralisateur que celui de M. Trudeau qui est à Ottawa. Ça donne un peu le beau jeu, je pense, au mouvement souverainiste. Alors que là, face à un premier ministre ou un éventuel premier ministre qui promet de revenir à la lettre de la Constitution, tu sais, et non pas à l'espèce de machine de tentaculaire qu'en ont fait les libéraux. Tu reviens à un vrai débat sur les fondements de l'indépendance, où ça devient non plus un objectif pour se débarrasser d'un gouvernement fédéral trop lourd, intrusif, centralisateur, dominateur, diraient les souverainistes, à se retirer d'un pays qui ne convient pas au Québec. Donc, ça force, je pense, le Parti québécois à articuler de manière plus précise et plus fondamentale son projet de souveraineté. Et ça rend le débat, je pense, beaucoup plus pertinent et beaucoup plus clair en termes de choix qui vont être offerts aux Canadiens. Mais c'est sûr que... Ouais, parce qu'Emmanuel, il y a des gens qui disaient, maintenant que Trudeau s'en va, il y a peut-être moins d'urgence de faire l'indépendance parce que Trudeau était très toxique pour le Québec et vraiment, il refuse. Je parlais à Paul Saint-Pierre Plamondon, je disais, c'est quand même... Jusqu'à preuve du contraire, on est Canadien puis on reste dans le Canada. Je comprends que peut-être un jour, le grand jour va arriver, là, mais d'ici là, on est Canadien. Vaut quand même mieux un Canada sous Harper qu'un Canada sous Justin Trudeau. Puis lui, non, c'est bonnet blanc, blanc bonnet presse. Mais il me dit non, il dit le pire premier ministre, c'est quand même Trudeau. Mais reste, ça sera pas fantastique avec Poilievre. Là. Tu vois, on dit le pire premier ministre, c'est quand même Trudeau. Je m'excuse, mais le Québec, c'est encore la province où les libéraux sont le moins amochés. Et c'est sous le règne Trudeau que les libéraux ont fait élire le plus de députés depuis des décennies. Alors, M. Trudeau est vraiment toxique pour le Québec. Il n'y a pas unanimité au Québec là-dessus, premièrement. On s'entend. Deuxièmement, cependant, c'est normal... Ah, tiens, il vient de parler, lui. C'est normal que Paul Saint-Pierre Plamondon te dit c'est presque bonnet blanc, blanc bonnet, parce que lui, c'est un rejet du Canada dans son ensemble là, qu'il propose. Mais tu sais, et surtout, c'est son pari de la souveraineté en est un où l'idée du bon gouvernement, tu sais, des conditions gagnantes. Élisez-nous, on va s'occuper là, de la santé, puis les petites affaires, puis si ça va bien, là, on fera la souveraineté. Il l'a mis de côté. Fait qu'à partir du moment où tu mets de côté toute la logique du bon gouvernement, mais tu mets de côté la logique selon laquelle un gouvernement moins centralisateur, plus autonomiste pour les provinces est bon pour le Québec. Alors, tu reviens vraiment à une ligne très, très dure qui est celle qu'a adoptée M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais écoute, il a posé des questions là, très concrètes, là, M. Poilievre. Il dit, OK, vous voulez jaser, on va jaser. Qu'est-ce que vous allez faire pour la loi 21? Qu'est-ce que vous allez faire, etc. M. Poilievre, soudainement, il est bien occupé. Oui, mais sur la loi 21... en tout respect, puis je m'attends pas à ce qu'un chef de parti à Québec suive dans les menus détails chaque petite nuance de déclaration de je sais pas quoi. Mais quand Pierre Poilievre est venu au Québec pour la Saint-Jean-Baptiste l'an dernier, il s'était exprimé là-dessus, hein. Et c'est comme, écoute, c'est subtil, là, comme passer le fil dans le chat d'une aiguille. Puis je me rappelle parce que j'avais écrit là-dessus au début de mes vacances. Alors, lui, ce qu'il dit, c'est que envers le Canada, un premier ministre, un gouvernement fédéral a une responsabilité
pas de contester la loi 21, mais qu'à partir du moment où la loi 21 se retrouve en Cour suprême et que la Cour suprême va entendre des arguments sur la clause dérogatoire, c'est le gouvernement fédéral a un devoir envers l'ensemble du pays que d'aller intervenir devant la Cour suprême. Ceci étant dit, il dit, mais en bout de ligne, ce sera toujours au Québec de décider. Parce que tout le débat, de toute façon, à Ottawa, va tourner, non pas sur s'il y a discrimination ou pas, whatever, ça va tourner autour de ce que tu peux utiliser la clause dérogatoire de manière préventive. Alors qu'il y a un argument qui se construit depuis des décennies au Canada anglais, puis le constitutionnaliste Guillaume Rousseau pourrait tout en faire l'exégèse, si tu veux, il est méga ferré là-dessus, mais qui tend à plaider que la clause dérogatoire, elle existe comme porte de sortie une fois que le débat juridique a eu lieu. Donc, de toute façon, si la Cour suprême juge que la clause dérogatoire doit être utilisée après et qu'il y a eu discrimination, ben là, ça a été entendu, tu es rendu après, puis tu l'appliques à ce moment-là, la clause dérogatoire. Donc, dans l'esprit de Poilievre, le Québec aura toujours le dernier mot. Mais tu as vu combien de temps ça m'a pris t'expliquer ça? C'est pas simple en campagne électorale. Fait que c'est là qu'il est sur un terrain un peu glissant, tu sais. Alors, tu as dit tantôt, tiens, il parle, lui. Est-ce que tu parlais de Mark Carney, là, qui vient il fait son point de presse, là. Il se lance. Mais Mark Carney a le même défaut que Justin Trudeau, que Stephen Harper et que tous les autres avant. Il vit sur un fuseau horaire qui lui est propre. Et donc, il devait commencer à parler à 15 heures. Donc, j'étais convaincue que je pourrais te parler de lui en long et en large de manière vraiment intelligente. Mais là, finalement, il vient de commencer à parler quand j'étais juste là. Mais on sait déjà des choses de lui, même si je ne l'ai pas écouté. Parce que c'est absolument fascinant. Et Mark Carney, je rappelle à monsieur, madame, tout le monde qui ne le connaît pas aussi bien que nous, ancien gouverneur de la Banque du Canada, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, donc un brillant économiste, hyper respecté partout, qui a vraiment une fibre verte aussi, là, qui est un conseiller sur les changements climatiques pour une pièce par année aux Nations Unies, etc. Vous voyez le genre. Donc, il va se lancer, mais ce qu'il y a de fascinant, c'est qu'avant même son lancement, et lui et l'équipe de Chrystia Freeland ont laissé couler que et lui et Chrystia Freeland abandonneraient la taxe sur le carbone. Fait que là, comme une espèce de pièce maîtresse du gouvernement Trudeau pendant 9 ans, de dire que ça prenait la taxe carbone. Et même lui, Mark Carney, a défendu l'idée d'une taxe carbone pendant des années. Mais là, tout d'un coup, elle est comme pas bien faite, tu sais. Fait que dans le fond, elle n'a pas vraiment marché. Fait que ça n'a rien à voir avec le fait que Pierre Poilievre veut faire campagne sur la taxe carbone. Non, mesdames et messieurs, franchement, que de cynisme. C'est juste qu'elle ne marcherait pas bien. Fait qu'on l'abandonnerait. Donc, c'est clair qu'ils essaient de tirer le tapis en dessous des pieds de Pierre Poilievre, mais lui, qui en manque jamais une, était en point de presse aujourd'hui en Colombie-Britannique, où il a déjà changé le petit panneau là, sur son lutrin. C'est plus axe de taxe, c'est axe de job tax. Tu sais, flusher la taxe sur les jobs. Pourquoi? Parce qu'il dit que lui, il abolirait la hausse sur le gain en capital qu'a décrété Mme Freeland dans son dernier budget. Donc là, elle ne peut vraiment pas se dissocier de celle-là parce qu'il dit que c'est une taxe sur les investissements, c'est une taxe sur la construction, c'est une taxe sur tout ce que tu veux. Comme tu dis, il n'en rate pas une. Il est incroyable. Non, mais écoute, il va tout baisser. Hein, il nous l'a dit. Là, il a dit il va baisser les taxes sur l'énergie, les taxes sur l'investissement, les taxes sur le travail. Ce sera la plus grande réduction de taxes patriotiques. Oh, patriotique. Au Canada. Et en pour ramener de la richesse. En terminant, Danielle Smith fait cavalier seul. Elle dit, moi, là, je veux continuer à vendre du pétrole aux États-Unis. Est-ce qu'elle manque de solidarité patriotique, justement? Elle manque grossièrement de solidarité pour une raison très, très simple. C'est que dans les faits, elle sait que la dernière chose que veut taxer le Canada dans une guerre commerciale avec les États-Unis, c'est le pétrole canadien. Parce que je vais t'expliquer ça très simple. Si tu taxes l'électricité, elle part du Québec, elle s'en va aux États-Unis, puis elle reste aux États-Unis. Fait qu'il y a juste les Américains qui payent. Si tu taxes le pétrole, le Canada, ce qu'il exporte aux États-Unis, c'est du pétrole brut. Hein? Fait que là, c'est pas compliqué. Il s'en va dans les États du Grand Lac américain, il est raffiné,
Puis qu'est-ce qui arrive à une partie de ce pétrole-là? Il Il remonte par en haut, il débarque à Sarnia, puis à Montréal. Alors, si tu taxes le pétrole brut qui sort du Canada, tu taxes le pétrole raffiné qui rentre au Canada. Alors, ça serait la pire chose pour tirer dans le pied puis amplifier l'inflation puis les coûts à la pompe pour les Canadiens. Alors, Mme Smith, elle sait super bien que c'est la dernière chose que veut faire le gouvernement. Puis tout le monde le sait en coulisses. Alors, mais elle joue sa game dans le game. Puis sa game à elle, c'est de doubler la production de pétrole en Alberta, c'est de convaincre Donald Trump de construire finalement le pipeline Keystone XL, puis c'est de faire de l'argent avec les États-Unis, puis c'est de profiter de cette crise-là pour finalement convaincre les Canadiens d'un océan à l'autre que ça nous prend un pipeline vers l'Est, puis que ça nous prend un pipeline vers l'Ouest, parce qu'il faut diversifier nos marchés, puis arrêter de vendre le pétrole à rabais. Fait qu'elle, elle a son regard sur son objectif, mais dans les faits, là, tout le monde se pompe le bourrichon parce que à moyen terme, ça n'arrivera pas. Voilà. Tu penses? Ben, c'est ça. On s'énerve, mais on verra bien ce qui va se passer. Merci beaucoup, Emmanuel. On se reparle demain. Bonne soirée. Salut.